بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je commence cette présentation par le contenu du programme de la matière de physique. Alors, la matière de physique contient deux parties essentielles. La première partie est la partie de l'optique géométrique et la deuxième partie est la partie de la mécanique de fluide. Dans la première partie de l'optique géométrique, on a trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à la description des deux phénomènes, le phénomène de réfraction et le phénomène de réflexion totale. Dans le deuxième chapitre, on va voir la construction de l'image d'un objet à travers trois systèmes optiques, un miroir, un dioptre et des lentilles minces. Et on finalise avec le troisième chapitre, œil et instruments optiques. Et on va voir deux instruments optiques, loupe et microscope optique. Dans la deuxième partie de la mécanique de fluide, on a deux chapitres, l'hydrostatique et l'hydrodynamique. Donc, on va commencer directement par la première partie de l'optique géométrique. Dans cette partie, on doit avoir des connaissances sur les outils mathématiques et les fonctions trigonométriques. Donc, on commence directement par le premier chapitre, c'est les lois de réfraction et de réflexion totale. Tout d'abord, on va voir quel est l'objectif de ce chapitre. Donc, l'objectif de ce chapitre est d'étudier le comportement de la lumière dans des différents milieux, c'est-à-dire de voir le comportement ou bien la trajectoire de la lumière dans des milieux différents. Donc, on va commencer ce chapitre par des généralités. Donc, la première définition du rayon lumineux. Alors, le rayon lumineux est le nom donné à la droite représentant la trajectoire de la lumière. Le sens de propagation des rayons lumineux pris par convention de gauche à droite est dans un milieu transparent homogène isotrope. La lumière se déplace rectiligneusement, c'est-à-dire la lumière se déplace en ligne droite. Alors, on a trois conditions sur le milieu. La transparence, la couleur du milieu doit être transparente. L'homogénéité, c'est-à-dire même propriété en tout point. L'isotropie est donc quelque chose de relatif avec un point donné, c'est-à-dire même propriété dans toutes les directions. Alors, ce milieu transparent est caractérisé par un indice de réfraction absolu n. N est égal à C par V. C présente la vitesse de la lumière dans le vide et l'air. C est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et V, c'est la vitesse de la lumière dans les milieux matériels et bien sûr transparents. Avec n doit être supérieur et égal à 1. Alors, je vous donne des exemples. 1 de l'air, c'est-à-dire l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. L'indice de réfraction du verre est égal à 1,52 et l'indice de réfraction de l'eau est égal à 1,33. Donc, on peut dire que le comportement de la lumière dépend des indices de réfraction des milieux. Alors, dans cette partie, on va voir c'est quoi le phénomène de réfraction et c'est quoi le phénomène de réflexion totale. Donc, on va commencer par le comportement d'un rayon lumineux lorsqu'il rencontre un dioptre. Alors, tout d'abord, on va voir c'est quoi un dioptre. Donc, on a deux milieux. Le premier milieu, c'est de l'air avec un indice de réfraction Na. Et le deuxième milieu, c'est de l'eau avec un indice de réfraction Ne. Alors, la surface qui sépare ces deux milieux transparents est appelée dioptre. Alors, dans ce cas, on a dioptre RO. Alors, tout simplement, dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents. Et bien sûr, les deux milieux doivent être transparents, homogènes, isotropes. Alors, si la surface est plane, alors il s'agit d'un dioptre plein. Si la surface est sphérique, alors on parle d'un dioptre sphérique. Alors, on va commencer notre étude, c'est-à-dire de voir la trajectoire de la lumière lorsqu'il rencontre un dioptre. Donc, on a tout d'abord, pour ce faire, donc, on a un rayon lumineux qui est en bleu. C'est le rayon incident. Alors, au point d'incidence, le point d'incidence, c'est l'intersection du rayon incident avec le dioptre. Donc, on va tracer la normale qui est perpendiculaire au dioptre au point d'incidence. Alors, par la suite, on va tracer l'angle d'incidence. Toujours, on doit tracer les angles des rayons par rapport à la normale, c'est-à-dire on trace l'angle de la normale vers le rayon. Alors, on va comparer directement
les valeurs des deux indices de réfraction. Alors, quand la valeur d'indice de réfraction du premier milieu est inférieure que l'indice de réfraction du deuxième milieu, c'est-à-dire si on va prendre par exemple le premier milieu qui est en blanc, c'est de l'air avec un indice de réfraction Na est égal à 1, et le deuxième milieu qui est en bleu, par exemple c'est de l'eau avec un indice de réfraction NO est égal à 1,33, alors on a Na inférieur à 1,2. Alors, après, on va comparer entre les deux valeurs des deux angles, l'angle d'incidence. On va considérer c'est l'angle initial et le R, c'est l'angle final. Alors, pour tracer le R, on doit faire un prolongement de rayon incident, puis on va tracer directement un angle R qui est inférieur à I. Alors, le R majuscule, c'est le rayon réfracté, et le petit r, c'est l'angle de réfraction. Alors, dans ce cas, on a ce qu'on appelle un phénomène de réfraction, c'est-à-dire le rayon lumineux est réfracté lors de son passage dans le deuxième milieu. Alors, toujours dans le phénomène de réfraction, le rayon incident se trouve dans le premier milieu et le rayon réfracté se trouve dans le deuxième milieu. Alors, dans ce cas, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Alors, on va calculer et en même temps, on va tracer directement la déviation. Alors, tout d'abord, c'est quoi la déviation? La déviation, c'est un angle, c'est un changement de direction du rayon initial, c'est-à-dire du rayon incident, vers le rayon réfracté. Donc, pour calculer la déviation, c'est la différence entre les deux angles. L'angle le plus grand, c'est I, moins l'angle le plus petit, c'est R. Alors, passons maintenant aux lois de réfraction. Donc, on a la première loi, le rayon incident qui est en bleu I et le rayon réfracté qui est en rouge R et la normale qui est en vert sont dans un même plan. C'est le plan d'incidence. La deuxième loi, on a la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes explique la réfraction d'un rayon lumineux lorsqu'il rencontre un dioptre. Alors, la loi de Snell-Descartes est donnée par N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Alors, N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu. I présente l'angle d'incidence. R, c'est l'angle de réfraction. Alors, dans un exercice, si on a N1 et N2, avec I, on peut déduire directement la valeur de R, c'est-à-dire l'angle de réfraction final. Alors en fait, ces lois découvertes expérimentalement par le savant arabe Ibn Sahl au Xe siècle et retrouvées par l'allemand Snell et le français Descartes au XVIIe siècle, caractérisant bien sûr le comportement d'un rayon lumineux. Passons maintenant au deuxième cas, c'est-à-dire quand la valeur d'indice de réfraction du premier milieu est supérieure à l'indice de réfraction du deuxième milieu. Alors, on doit dans ce cas calculer l'angle d'incidence limite IL est égal à arc sinus N2 par N1. Et on doit comparer les deux valeurs de IL et I. Dans ce cas, on distingue trois cas. Le premier cas, là, on a I inférieur à IL, on a un phénomène de réfraction. Le deuxième cas, I supérieur à IL, on a un phénomène de réflexion totale. Et le dernier cas, I est égal à IL, on a une émergence résonante. Donc, on va voir cas par cas. Et on commence par le premier cas. Là, on a N1 supérieur à N2, plus la condition I inférieure à IL. Donc, on a un phénomène de réfraction. Alors, pour le premier cas, N1 supérieur à N2, donc on va suivre les mêmes étapes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire on va comparer entre les deux angles, c'est-à-dire l'angle initial I et l'angle final R, et on va inverser bien sûr le signe. Pour tracer R, on va faire un prolongement, puis on va déduire directement l'angle R. Alors, comme c'est un phénomène de réfraction, avec le rayon lumineux qui est en bleu, est réfracté lors de son passage dans le deuxième milieu. C'est-à-dire le rayon incident dans le phénomène de réfraction se trouve dans le premier milieu, et le rayon réfracté qui est en rouge se trouve dans le deuxième milieu.
Alors, dans ce cas, on remarque que R, le rayon réfracté qui est en rouge, c'est loin de la normale. Et on va calculer de la même manière la déviation D. Donc, on va prendre l'angle le plus grand moins l'angle le plus petit. Alors, R moins I. Et comme c'est un phénomène de réfraction, on va utiliser les mêmes lois qu'on a déjà vues, c'est-à-dire la loi de Snell-Descartes et le rayon incident, le rayon réfracté et la normale se trouvent dans le même plan. Alors, passons maintenant au deuxième cas. Là, on a N1 supérieur à N2, plus la condition I supérieure à IL. Alors, on a un phénomène de réflexion totale. Alors, le rayon réfléchi se trouve dans le premier pilier, avec un angle de réflexion I est égal à, I' est égal à I. Alors, le rayon dit dans le phénomène de réflexion, le rayon lumineux est réfléchi au niveau de dioptre dans le premier milieu. Et on peut directement calculer la déviation est égale à pi moins la somme des deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Comme I est égal à I', alors la déviation est égale à pi moins 2i. Alors, la première loi de réflexion totale, c'est la même loi qu'on a déjà vue, c'est-à-dire le rayon incident et le rayon réfléchi avec la normale sont dans un même plan, c'est le plan d'incidence. Avec la troisième loi, c'est-à-dire l'angle réfléchi est égal à l'angle incident. Passons maintenant au troisième cas. Donc, pour bien comprendre ce dernier cas, donc on peut voir un petit résumé sur les deux premiers cas, c'est-à-dire là on a ici le premier cas c'est la condition N1 supérieur à N2 plus I inférieur à IL, on a un phénomène de réfraction, c'est-à-dire le rayon incident dans le phénomène de réfraction, le rayon incident se trouve dans le premier milieu et le rayon réfracté se trouve dans le deuxième milieu. Alors, pour le deuxième cas, là on a N1 supérieur toujours à N2, plus la condition I supérieure à IN, on a un phénomène de réflexion totale. Alors, le rayon incident se trouve dans le premier milieu et le rayon réfléchi se trouve aussi dans le premier milieu. Alors, dans le dernier cas, I est égal à IN, alors on n'a pas un phénomène de réfraction, on n'a pas un phénomène de réflexion totale, on a ce qu'on appelle une émergence rasante. Alors, une émergence rasante, c'est quoi? C'est-à-dire le rayon réfracté, on dit le rayon émergent dans ce cas, il doit être sur le dioptre, c'est-à-dire l'angle ici, R est égal à pi sur 2. Alors, pour le troisième cas, pour I est égal à IL, on a une émergence rasante, c'est-à-dire le R est égal à pi sur 2. Donc, on a une petite remarque sur le phénomène de réfraction et sur la loi de Snell-Descartes qui est donnée par la relation suivante. Alors, N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Alors, si l'angle d'incidence a une valeur très petite, donc on va remplacer directement dans la loi de Snell-Descartes, sinus I est égal à I dans ce cas, et de la même manière pour l'angle R, l'angle de réfraction R, donc on obtient directement N1I est égal à N2R. C'est la loi de Kepler. Et toujours dans le phénomène de réfraction, N1 inférieur à N2, donc on va prendre pour une incidence rasante. Alors c'est quoi une incidence rasante? C'est-à-dire l'angle d'incidence prend une valeur au max, c'est-à-dire I est égal à pi sur 2. Alors dans ce cas, on a un angle de réfraction est égal à RL qui est égal à arc sinus N1 par N2. Alors cet angle-là est appelé angle de réfraction limite. On va faire une petite application sur un miroir, c'est-à-dire on va voir le comportement de la lumière ou bien d'un rayon lumineux lorsqu'il rencontre un miroir. Alors tout d'abord, un miroir c'est une surface réfléchissante, c'est-à-dire on a un phénomène de réflexion totale. Donc on obtient directement le rayon dans le phénomène de réflexion totale, donc le rayon lumineux est réfléchi au niveau du miroir dans le premier milieu. Alors, si la surface est plane, alors on parle d'un miroir plan. Si la surface est sphérique, on parle d'un miroir sphérique. Et on finalise cette partie par une petite remarque. C'est une remarque très importante.
Alors, tout rayon incident normal au dioptre n'est pas dévié. On va voir ça pour un miroir. Alors, dans le phénomène de réflexion, donc on va faire un choix d'un rayon incident qui est sur la normale, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à 0. Et comme c'est un phénomène de réflexion, alors le rayon réfléchi se trouve toujours dans le premier milieu. Alors, I', il est toujours dans le premier milieu. Et I est égal à I est égal à 0, n'est pas dévié. Alors, si on va prendre ça comme... on va voir ça dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas d'un dioptre, on a pour 1 inférieur à 1,2, on a un phénomène de réfraction. On va faire un choix là où le rayon incident il est sur la normale, c'est-à-dire I est égal à 0. Donc, le rayon réfracté se trouve toujours dans le deuxième milieu. Alors, le R, il est dans le deuxième milieu. Alors, on a R est égal à 0. Alors, le R est égal à I est égal à 0. Alors, avec cette partie, on finalise. Je termine la première partie du premier chapitre et je vous dis bon courage et que Dieu vous protège. في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.